valeur stylistique, notion de la valeur stylistique. L'étude des ressources stylistiques du langage est le domaine le plus traditionnel de cette science, le mieux exploré aussi dans les ouvrages de linguistes français et russes et géorgiens. Cette étude, comme cela a été précisé dans le cours précédent, est axée sur l'analyse de la valeur stylistique. La valeur stylistique appartient nécessairement au domaine des styles fonctionnels et vice-versa. L'existence de diverses variétés fonctionnelles d'une langue nationale est liée à la différenciation des faits de langage. La définition de cette notion diffère d'un auteur à l'autre. Nous allons définir la valeur stylistique en tant que caractéristique inhérente des faits de langue comprenant. Premier, la couleur stylistique d'un fait d'expression, c'est-à-dire l'empreinte que lui laisse la sphère de son emploi habituel. Deuxième, c'est les nuances expressives d'ordre sémantique et affectif qui peuvent s'ajouter au sens principal des mots, locution, effet de grammaire et de phonétique. Ces deux aspects de la valeur stylistique correspondent à deux orientations fondamentales de la stylistique linguistique qui s'intéressent particulièrement à la couleur stylistique des faits de langue et à leur faculté de traduire les sentiments des sujets parlants, c'est-à-dire d'introduire l'expressivité dans la parole. La couleur stylistique est liée avec l'existence des faits de langue, mots et tournures, d'un usage limité appartenant à un style fonctionnel bien déterminé. Ainsi, les mots firmament et cieux sont d'usage livresque et s'emploient dans des textes poétiques, comparés avec ciel et avec les mots et expressions géorgiens zetsa, tsiskari, tsistari, samarostarita asishende. Il n'est pas difficile de multiplier des exemples pareils. Emploi de la formule, par exemple, officielle, moi ou bien je sous-signé, mots familiers, bagnole, boulot, fric, par rapport à leur synonyme neutre, voiture, travail, argent. Pour faire ressortir la valeur stylistique, il suffit de comparer les faits de langue, les mots et tournures, qui sont synonymes mais qu'on emploie de préférence dans des différentes sphères de la communication. Par exemple, demeure, domicile, piole, logement, habitation, appartement, ou habiter, résider, être domicilié, être hébergé. Certes, parmi les mots cités, quelques-uns présentent des nuances sémantiques importantes, mais d'un point de vue stylistique, ils possèdent aussi une valeur qui régit leur fonctionnement. Ainsi, il serait également déplacé de dire « voici ma piole » dans une situation de relation officielle et d'énoncer « je suis hébergé » ou bien « domicilié » à telle ou telle adresse dans une situation de communication relâchée. L'étude de la valeur stylistique est étroitement liée au problème de la norme qui est une catégorie fondamentale, importante pour les deux branches de la stylistique linguistique et la stylistique littéraire, et établissant des rapports entre elles et d'autres disciplines telles que sociolinguistique, histoire de la langue, etc. Quant à la seconde composante de la valeur stylistique, les nuances expressives, elles s'ajoutent au sens principal des faits de langue pour évoquer quelques traits spécifiques du contenu annoncé et pour relater l'attitude subjective du sujet parlant. Comparer chauffeur et chauffard, vivre et vivoter, boutiquier et bouticaille. Les variations sémantiques se trouvent à l'origine des effets de style, mais ce sont les facteurs pragmatiques qui déterminent la réalisation de la fonction stylistique. Maintenant, la fonction stylistique et son actualisation. Un fait linguistique peut rester stylistiquement neutre, mais il peut aussi être actualisé au niveau stylistique et accomplir une fonction stylistique. La fonction stylistique est liée avec la faculté des unités linguistiques d'acquérir une valeur stylistique au niveau du discours et d'actualiser ainsi son potentiel expressif.
Nous avons déjà cité l'exemple du mot friture dans l'énoncé « Il y a de la friture dans le téléphone ». Cet emploi actualise la valeur familière se trouvant à la base d'un emploi métaphorique, imagé. De même, l'adjectif catholique désigne une croyance religieuse, mais employé dans la phrase « ce n'est pas très catholique », il prend une valeur familière et appréciative. Par les Géorgiens, le mot bahut n'a pas de valeur familière et dépréciative, mais il peut l'acquérir étant employé pour désigner une voiture. Par exemple, il est rien moche son bahut. Ou un lycée. Le titre d'un article sur le palmarès des lycées français dans le journal Le Monde. Faites le check-up de votre bahut. L'actualisation stylistique se réalisant au niveau de la parole relève de l'aspect fonctionnel. Ce problème est lié à celui des procédés expressifs du langage. Il remonte en partie à la rhétorique antique, notamment à celle d'Aristote, qui étudiait le mécanisme logique des tropes et des figures du point de vue de leur action sur le public. Le problème des tropes et des figures occupait une place importante dans des rhétoriques françaises du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, dont il convient de mentionner tout d'abord les ouvrages du Marsay et de Fontanier. Plus tard, les linguistes délaissent peu à peu ce domaine de recherche dans toute son ampleur et les problèmes des tropes et des figures étaient surtout envisagés dans le cadre du développement lexical. Dans les années 30 du XXe siècle, les philologues commencent à s'intéresser au processus sémantique et psychologique qui accompagne la création des tropes. Les années 60-70 du XXe siècle marquent en France la renaissance de la rhétorique dont témoigne la littérature et signification de Todorov avec un appendice entièrement consacré aux tropes et figures. Ainsi, les tropes et les figures n'ont jamais cessé d'intéresser les philologues en tant que procédés de style. La linguistique de nos jours les étudie dans une triple perspective, du point de vue logique, du point de vue sémantique et du point de vue pragmatique, communicatif. C'est cette dernière approche qui est mise en relief dans le présent cursus, où les tropes et les figures stylistiques sont considérées comme des types d'actualisation des faits de langue dans le discours. Ainsi, par exemple, le mot gorge signifie kilo, rare, dans le style technique. C'est un phénomène métaphorique, mais ce fait n'intéresse pas tellement la stylistique. C'est plutôt le domaine des études lexicologiques. Ce qui préoccupe la stylistique, c'est l'actualisation de ce sens dans le style technique, le fait que cet emploi relève du microstyle technique. Par contre, l'expression « se faire les gorges chaudes » relève d'un emploi familier. L'actualisation métaphorique est là la pêche, c'est-à-dire elle est en forme, intéresse la stylistique du point de vue de son caractère familier. Charles Bailly associait l'idée de la variation linguistique à ce qu'il appelait une stylistique individuelle qu'il séparait nettement de l'étude des styles littéraires. Bailly trouvait que l'observation des particularités de la parole individuelle présentait beaucoup d'intérêt pour la stylistique. Ces particularités, écrivait-il, sont en général peu apparentes, mais elles ne sont pas entièrement négligeables. D'abord parce que ces déviations du parler individuel peuvent amener à la langue des changements dans la langue du groupe, si des circonstances favorables font adopter par la collectivité des innovations individuelles. Ces déviations ont ensuite, et par ce fait même, une importance méthodologique, puisqu'on peut montrer par des exemples particulièrement significatifs la nature de ces changements individuels et leurs répercussions dans la langue. Toutefois, malgré quelques travaux remarquables, la méthode à suivre pour étudier les parlers individuels n'est pas assez bien établie. En même temps, l'actualisation stylistique des faits de langue peut être étudiée par rapport à des faits littéraires esthétiques. La stylistique moderne emploie le terme idiolecte pour désigner un inventaire d'éléments linguistiques et de procédés stylistiques typiques pour tel auteur.
Ainsi, la métaphore, l'hyperbole et l'antithèse sont les traits de l'idiolecte des auteurs romantiques, alors que l'introduction dans les textes des éléments relâchés du langage courant caractérise le courant littéraire réaliste. Maintenant la conclusion. La différenciation des styles fonctionnels reflète la spécificité de la réalité linguistique, puisque dans leur activité verbale, les sujets parlants réalisent des intentions correspondant à des buts communicatifs différents. Les sphères variées de l'activité discursive exigent des comportements linguistiques bien déterminés. D'un point de vue stylistique, un discours journalistique, scientifique ou poétique ont chacun des traits linguistiques qui leur sont propres et qui les différencient d'autres styles. Les études des styles fonctionnels permettent de mieux comprendre la logique interne du fonctionnement des faits de langue dans le discours et d'apprendre des mécanismes cognitifs et langagiers qui régissent le comportement verbal des conditions différentes de la communication.